Bienvenue dans la Comtesse et le Cactus, ce gros banger. Parfait. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la Comtesse et le Cactus. Nous allons débriefer ensemble l'épisode 15 de Game of Thrones Sheol, un épisode plein de surprises, la plus belle étant son invité, le chouchou du public, la raison pour laquelle j'ai le mot virevoltante inscrit pour toujours sur ma peau. J'ai nommé Monsieur De Rive. Je suis Anna June Barker et je suis avec le, ma foi, fort sympathique DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas ? Bienvenue, je vais très bien, ça va, je suis très content. On va essayer aujourd'hui de faire un épisode un peu plus court que la dernière fois, parce que j'ai plein de choses à faire. Mais je suis là pour débriefer un super épisode qu'on a vu. Et j'ai hâte d'en discuter avec toi. Alors, on peut dire deux choses sur cet épisode. La première, c'est qu'on comprend mieux maintenant pourquoi Fibre voulait à tout prix qu'on aille sur sa fichue île. Il y a du gros dos en termes de lore. Et puis, deuxième chose, la vision de Piranha, que nous avons essayé bien tristement d'analyser, prend tout son sens sous l'éclairage de cette aventure insulaire. Et d'ailleurs, Flavien, on se disait la dernière fois que l'aventure allait sûrement virer SF d'un moment à l'autre. On peut dire que là, c'est vrai. On est servi. On y est, ouais. Le modèle chronologique qu'on a suivi la dernière fois a, semble-t-il, fait l'unanimité. Donc, nous allons une nouvelle fois procéder de la sorte. Du coup, je me tourne vers toi, DJ Cactus, pour voir si tu as quelque chose à nous dire, un avis à nous donner avant qu'on commence sur cet épisode. Je l'ai dit par message, je t'ai dit, j'ai regardé l'épisode en 2 fois. La première partie, je t'ai dit que j'ai beaucoup rigolé. Je pense que c'est aussi dû au fait que Derive était là. Et j'avoue qu'il m'a un petit peu manqué là, sa verve, son voilà, je sais pas, il est tellement, oui, faut faire attention à ce mot. Il est toujours aussi bon pour improviser notamment. Non, il y a eu plein de petites séquences que j'ai trouvé très drôles, donc j'ai passé du très bon moment. Et puis on a plus en seconde partie. On retrouve d'ailleurs des personnages dont on avait dit, on se demandait si on les reverrait ou pas. On les revoit, ça y est, c'est déjà incroyable. Et puis voilà, beaucoup de lore encore finalement dans cet épisode, beaucoup d'avancées par rapport à tout ça. Et puis une fin d'épisode très, très, très marrante, je trouvais, avec le chat, j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà, c'était un très bon épisode. Je suis très content. Toi, quel est ton avis à toi ? Parfait. Je dois dire que, mis à part la première partie de l'épisode qui est absolument adorable, j'en reparlerai, il y a plein d'interactions trop mignonnes, surtout entre Fibre et De Rive. J'ai pas vraiment eu le coup de cœur pour cet épisode. J'ai peu de reproches à lui faire en soi, parce que c'était du bon jeu de rôle, il y a eu des bonnes actions de jeu de rôle, et OMG le lore, j'ai envie de dire. Mais les aventures hyper couloirs comme ça, avec le MJ qui, à cause du timing, est un peu obligé de être dirigiste, etc., c'est moins mon truc, sans que j'ai des critiques concrètes à faire, voilà. Très bien, je te rejoins quand même sur cet avis. Waouh, je pensais qu'on allait pas du tout être d'accord du coup, parce que tu m'as donné des petits indices en mode incroyable cet épisode, je l'ai préféré que le précédent et tout. Enfin, c'est la vibe que j'avais un petit peu eue. Je pense que j'ai abusé. Voilà, on peut le dire aujourd'hui. Comme je dis, j'ai pas mal ri première partie, et c'est vrai que la deuxième partie, il y a un peu des longueurs, je trouve, à quelques moments aussi. Et puis c'est toujours un peu le même format. Ils rencontrent un robot et puis ils attendent le robot. Enfin bref, on va y revenir plus tard, mais voilà. Mais tout à fait. La toute fin, en fait, j'ai trouvé sympa le truc des pirates et tout, la deuxième île, blablabla. Bref, et des trucs un peu cool auxquels je m'attendais pas forcément, donc ça a remonté un peu. Il y a eu des bons moves de jeu de rôle. Mais comme on va faire le déroulé chronologique, on va y aller. L'épisode commence là où le cliffhanger nous avait laissé, c'est-à-dire leur rencontre avec Valcar. On a un Fibre très en forme qui incarne un Valcar cependant heureux de les revoir, mais très vite, les retrouvailles sont perturbées. Sur un sang, Lydia développe une peur incontrôlable des hommes de jadis. Ensuite, sur la plage, ils retrouvent des personnages familiers. Anubis, Atalante, Alicia la Saga et le majordome Totoche, disparu depuis longtemps et incarné pour notre plus grand plaisir par Monsieur De Rive. Ils échangent des secrets et du crabe sous les étoiles. Alicia et Milan se déclarent leur amour et le début de l'épisode est surtout marqué par de nombreuses discussions avec Valcar, avec Anubis. Un échange qui part un peu dans tous les sens, mais je pense qu'on va s'arrêter un instant sur ce début d'épisode
parce qu'il y a plein de dynamiques entre les personnages qui se mettent en place, qui sont super drôles, il y a plein de punch et des révélations, de la bonne humeur. C'est un super début d'épisode. Et comme tu le disais dans ton avis dans l'épisode précédent, on se demandait quand et si on allait revoir Anubis, s'il était important ou pas. Bon, clairement, je pense pas que ce soit un personnage qui va être si important, Non. mais c'est marrant que pile l'épisode d'après, on le retrouve. Un personnage qui, je sais, te fait beaucoup rire, mon cher Cactus. Alors, est-ce que tu étais heureux de le revoir ? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce début d'épisode très RP et de toutes ces interactions ? Comment elle s'appelle cette île près d'Aria où tous les gens ils se retrouvent là, l'île des oubliés, non Comment ça s'appelle Oui, les abandonnés, je crois. Un truc comme ça, ouais. Bref, je me suis dit, genre, pourquoi tout d'un coup il y a tous ces PNJ qui se retrouvent ici C'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là Et ouais, non, je m'attendais pas à ce qu'on les retrouve tous ici. Il y a l'aspect où j'arrive pas à croire que dans le débrief on n'ait pas parlé de ça, là, le fait qu'ils avaient volé le livre des sorts à Valcar, on s'est pas dit genre il va y avoir des conséquences ou quoi. Finalement il n'y a pas de conséquences. J'aime beaucoup d'ailleurs le RP de Fibre à chaque fois quand il fait ça, quand il dit toi nanana, toi nanana, et après il fait mes amis. C'est pas la première fois qu'il fait ça, et j'aime bien quand il fait ce genre de choses. Anubis, pas assez d'Anubis à mon goût. J'aime bien ce genre de personnage. J'aime bien. En fait, je sais pas à quel point, tu vois, le royaume d'étoiles d'argent sera comme a été Kniga, tu vois, où c'est rempli que de connards comme ça qui parlent de ce genre. Moi, j'adore parce que j'aime trop quand Phil parle comme ça et on voit chier les gens. Il est tellement sassy, tellement piquant et tout. Il a tellement de répartie sur ce genre de truc que j'adore quand il fait ça. Sa femme Atalante qui drague Favroche et qui est genre ok faire genre c'est clair, ce genre de truc, ça me fait rire. Non, ça m'a fait du bien de revoir sa perso. Finalement pas de grosses conséquences, tu vois. C'était un truc où je me rappelle, si on regarde nos débriefs de début, on se disait Anubis ça va devenir un grand méchant, il va les poursuivre, il va pas être content, et au final c'est juste un vulgaire loser quoi, qui sert à rien. C'est un peu ça quoi. Donc non, c'est intéressant, j'ai trouvé ça très cool, et surtout De Rive quoi, qui arrive, qui interprète à merveille, j'ai envie de dire, qui interprète à merveille le rôle de servant quoi, ou limite d'esclave on va dire. Excellent dans son rôle, et je me demande si c'est pas la première fois qu'on le voit dans un rôle différent de celui de Atlan en fait. Je me suis posé la question, mais je crois que oui. Purée, c'est vrai que quand il est revenu la dernière fois, c'était Atlan. Parce qu'en fait, à un moment, il dit après vous m'appelez. 2 fois. C'est quoi son nom parce que c'est Wolotov son nom, mais l'autre nom Totoche, c'est ça. Et il dit vous savez, mon vrai nom c'est pas Totoche et tout. Et là je me suis dit oh putain, il va nous dire c'est Atlan. Atlan, purée, j'ai même pas pensé. J'ai eu un petit moment de oh mon dieu, il va jouer Atlan. Et après je me suis dit ah non, et finalement parce que il joue tout le temps Atlan, donc je me suis dit bon ça se trouve. Oui, c'est vrai. Ça se trouve c'est Atlan qui s'est retrouvé en Sheol et puis on sait pas pourquoi, et etc. Tu vois. Mais non, ce n'était pas le cas. Non, mais c'est clair, parce qu'ils l'ont une fois trouvé au milieu de la mer, là, sur un 92, c'était Atlan. Oui. Et puis, ils l'ont retrouvé dans Valencia en tant que représentant de Julia. Et c'était nouveau, donc Atlan. Exact. Donc, c'est vrai. Mais c'était délicieux, quoi. Ouais. Toi, tu retournes la question, en fait. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces interactions ? Écoute, franchement, la petite répartie entre Fibre et De Rive, alias Valcar Totoche, ça c'est incroyable. Le highlight de cet épisode. Le meilleur moment, c'est quand ils échangent leurs souvenirs des meilleures recettes de Totoche. Ouais, vraiment, c'est hyper complice. Ouais. C'est pas seulement drôle, c'est mignon, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment chouette que Fibre, il enchaîne, tu vois. Il est genre, mais aussi... Parce qu'au début, il commence à parler, puis tu sais, il pourrait être en mode, bon, allez, faut avancer. Mais non, là, pour une fois, il rentre dans le RP, il continue et tout, il en rajoute une couche. En plus, il avait dit à Lydia en début d'épisode, ou bien je l'ai rêvé, il dit ça va être cuisine et tout cet épisode. Et j'adore cette idée on va faire de ce gars un mec
qui aime la cuisine Ouais. et les petits échanges. Oui, et puis met de la chantilly, c'est incroyable et ça, c'est trop fort. Ouais. Et on adore évidemment que Totoche sache tout faire. C'est ce Mm, mm. majordome complètement dévoué à son mec qui est multiclassé, qui sait peindre, qui sait jongler avec des assiettes. Oh maître, vous en faites trop, merci et tout. Mm. C'est un maître des arts martiaux et puis il est pas payé quoi. Ouais. Ça c'est vraiment. Ouais, clairement, il doit avoir C'est 100 dans vraiment la toutes les meilleure des idées. compétences, le mec. Puis il est tellement sous-exploité et C'est surexploité bonne finalement. fortune. Oh waouh, c'est beau ce que t'as dit. Sous-exploité en Ouais, tant que vraiment. PNJ et surexploité en tant qu'humain. Ouais. Exactement. J'ai noté, il est fluent en jadis, il a même un petit accent et tout. Trop trop. Et j'avais lu dans le chat et je trouve que ça c'est pas mal, c'est que De Riff c'est Alfred dans cet épisode. Ah ouais, j'avoue, de fou. Et par ailleurs, le RP de Fibre pour jouer Anubis est toujours aussi drôle comme tu disais. Le RP de Valcar aussi. Valcar, je trouve, on avait carrément intitulé le deuxième épisode de La Comtesse et le Cactus. On a aimé Valcar parce que pour moi c'est vraiment un personnage incroyable. Mhm. C'est un bon gars et tout, trop sympa, mais il a des valeurs éclatées au sol. Il dit les pires horreurs sous le ton de la bonne humeur et tout. C'est très différent d'Anubis qui lui est objectivement une sous-merde, même dans son comportement. En plus de ses valeurs de merde, Valcar lui, il est là. À un moment, il dit je voulais qu'on fasse des pactes d'amitié et tout, mais bon, c'est comme ça et tout. Enfin, il est un peu kiki, quoi. Il me fait beaucoup rire et en même temps, il dit je suis pas fan de l'inceste, mais enfin, Ouais. voilà. Donc, Ouais, personnage marrant. un des trucs qui m'a vraiment touché, ça a été les retrouvailles en fait entre Alicia et Je suis trop contente que t'en parles. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, Ouais. mais en fait, le RP de film m'a touché par rapport à Milan. Et c'est quand même rare qu'un Merci. RP de film touche parce qu'il a souvent tendance à être très pudique dans son RP. Mais vraiment, quand il se met à pleurer en disant je t'aime tellement et je Ouais. comprends pas pourquoi j'ai pas le droit de t'aimer, j'ai trouvé ça tellement fort. Vraiment, c'est. J'ai adoré, ouais. Et d'ailleurs, C'est beau, quoi. ouais, c'est super beau. Et d'ailleurs, la réaction de notre chaîne à Ariane, je sais pas si c'est à quel point c'est Lydia ou Ariane qui répond ou qui Ah, est je sais dedans. pas non plus. Putain, on a le même cerveau, bro. Ouais. Vas-y, continue. Mais ça me Désolée, mais trigger c'est de fou. abusé. Ça me trigger de fou. Sa réaction qui dit mais vous avez 10 ans, c'est pas ça l'amour, réveillez-vous. Et oh, c'est pas ça aimer en fait. On n'a pas vu quelqu'un 2 heures, on est amoureux, ça marche pas comme ça, ok. Et en plus, Fibre en parle avec MV aussi, qui dit oula, vous êtes en train de développer l'amour interdit, il faudrait pas que ce soit comme ça. D'ailleurs, Savroche qui derrière met beaucoup de l'eau dans son vin et qui se dit je vais essayer plutôt d'expliquer, d'être pédagogue vis-à-vis de Milan pour pouvoir lui expliquer les tenants, les aboutissants, parce que c'est pas possible d'amener autant de frustration à quelqu'un. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que c'est Lydia, est-ce que c'est Ariane, est-ce que Lydia joue vraiment un rôle, et si elle joue un rôle vraiment, c'est incroyable, parce que moi je plonge dedans, tu vois. Mais je sais pas, j'ai été amoureux quand j'étais adolescent, et l'amour adolescent, il est fort, il est incroyable, et il est réel, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont 16 ans, 15 ans que leur amour n'existe pas, en fait. Et je trouve ça très là, dur. Il dit, je voudrais juste lui tenir la main, Ouais. et je te jure, j'ai eu un flashback de moi, à 15 ans, côté de mon crush. Je veux juste lui tenir la main, ouais. Vraiment, c'était... Bah ouais, mais je trouve ça vraiment beau. Et en fait, ça m'amène aussi, j'en profite pour en parler, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais c'est un truc qui me trigger un peu avec toutes leurs réactions constamment, c'est qu'ils ramènent ça tout le temps à de la sexualité. Tout le temps à dire, Milan, tout ce qu'il veut, c'est Ken. Mais c'est pas vrai, en fait. Genre, il a le droit d'aimer, il a le droit... Après, oui, évidemment, c'est une période de la vie où tes hormones sont plus... voilà, c'est sûr, on s'entend. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire... Tu peux aimer sans vouloir juste Ken tout le temps, Ken. Mais il le dit à un moment, Fibre, hein, en parlant à la place de Milan, il dit mais je sais même pas, c'est quoi coucher avec une fille, moi je veux juste être avec elle parce que je l'aime, et j'étais là. Mais je pense que Fibre veut faire passer ce message, et il y en a plein qui sont pas réceptifs par rapport à ça, en fait, et je comprends toujours pas, quoi. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas aimé quand ils étaient adolescents, peut-être, je ne sais pas. Mais... je sais pas. Ou bien ils sont vraiment tous en RP de on a une mission et on s'en bat les couilles de ce pauvre garçon, quoi. Je pense que c'est plutôt ça, mais écoute, moi j'ai trouvé la déclaration d'Alicia, parce que c'est Alicia qui commence, trop mignonne.
Et comme toi, en fait, il me brise un peu le cœur, Milan, à ce moment-là. On sent que Fibre, il essaie de faire une scène un peu poignante, et je suis désolée d'utiliser ce mot qui est très fort, mais je trouve que tout le monde autour de la table gâche un petit peu ce moment. Mm. Il se moque et tout. En effet, il y a Ariane qui est très sur son dos. Comme toi, je suis d'accord, on dirait que cette histoire d'amour, elle sort un peu de nulle part. Ils se sont parlé 5 minutes, mais c'est tout à fait plausible, quoi. Les coups de cœur comme ça quand t'es adolescent, j'ai trouvé ça adorable. Et j'ai envie de dire merci à MV parce que je trouve que c'est le seul qui reste un peu plus raisonnable par rapport aux sentiments de Milan. Ariane, elle est hyper dure. Je veux dire Ariane parce que je pense vraiment que Lydia, Oui, on je l'a pense vu aussi. dans Je cet pense aussi. épisode, on l'a vu quand elle a reçu toutes ses phobies, elle a chaque fois switché et elle est géniale. Donc je pense que c'est Oui, vraiment je suis d'accord. Ariane, mais je comprends pas pourquoi son perso est si dur. Elle est sévère avec Milan depuis le début. Mhm. Donc voilà, j'espère qu'ils vont un petit peu se mettre à prendre au sérieux cet adolescent, au-delà de sa relation avec Alicia. De manière générale, ils le traitent de plus en plus mal, je trouve, au fur et à mesure de l'évolution de cette campagne. Donc on va voir comment ça tourne. Mais je suis trop contente que t'en aies parlé et que ça a exactement le même ressenti que moi, quoi. Je suis pas surpris. C'est clair, c'est clair. Ouais, j'ai autre chose à dire sur Lydia, mais je pense qu'on pourra en parler pendant la bataille avec le robot. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Parfait. Le RP de Lydia, par ailleurs, est très marrant dans cette séquence parce que à chaque nouvelle phobie, elle râle un petit peu au début, ce qui est normal, c'est vraiment pas de bol tout ce qui lui arrive. Mais ensuite, elle y va directement, elle prend le truc à bras le corps, et là encore, la manière dont elle parle à Valcar ou de Valcar sur le fait que c'est un être abject et tout, c'est trop drôle. Et puis il y a cette phrase qui, pour moi, c'est la phrase de l'épisode, c'est « Elle est pas raciste ». Les zadistes. Ça, c'est J'étais sûr que drôle. t'aimerais ça. Quand j'ai entendu, je me C'est suis vrai dit, que ça va plaire à Anna. c'est vrai, trop mignon. Et puis j'ai 3 petits points très très courts, à part si t'as un truc à dire Non, là-dessus. vas-y. Je vais juste dire que le secret dévoilé par Daz sous les étoiles, nanani, c'est de nouveau une pirouette qu'il fait souvent, c'est-à-dire Oui. quote du rap français. Oui. Ici, en l'occurrence, c'est I.M. né sous la même étoile. Il sort souvent des trucs de fibres en faisant ça, mais pourquoi pas. Oui. On apprend aussi que Valcar a signé un traité alliant Morneter à l'Étoile d'Argent. Tout à fait. Je le lâche comme ça parce que peut-être ça va être important. Et on apprend aussi qu'Atalante est une haute gradée de la Légion silencieuse proche de la fameuse Lucretia, qui est donc une Minotaure. Et puis, elle a fait des petites avances à Savroche. On verra où tout ça va nous mener. Je voulais parler du fait que, est-ce que Andrei Ivotov peut être le père de Milan ou non? Oui, on peut en parler, mais justement, à un moment donné, ils sont en train d'émettre cette hypothèse. Daz qui qui dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de ramener en gros tout le... On l'avait dit. Ouais, c'est ça. Tout l'univers, tout Sheol, etc., a juste 2 familles. Et en plus, il dit ça a déjà été fait, c'est bon. On parle de, bien évidemment, Star Wars, j'imagine. Ah oui, ou Game of Thrones. Oui, tout à fait. Beaucoup d'œuvres, en tout cas. Oui. Mais oui, c'est sûr que c'est un point. Et puis je nous revois beaucoup théoriser sur ce genre de choses. Et c'est sûr que on en avait déjà parlé. C'est facile parce qu'on n'a que ces connaissances-là, donc on fait des liens. Nos cerveaux font des liens, etc. Mais il a quand même pas tort là-dessus, je pense. Mais bref. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, on l'a dit dans l'épisode précédent. J'ai dit, nous, on fait des liens avec ce qu'on a, mais on ne connaît pas du tout l'univers, donc on est complètement biaisé. Mais en fait, moi, ce que je veux dire là, c'est que Andrei Ivotov peut tout à fait être le père de Milan. Si c'est... Donc, je reprends depuis le début. Déjà, Valcar, il dit dans l'épisode, la légende raconte que la personne qui pourra redevenir souverain de Sheol doit être homme de jadis, mais il dit, la légende raconte que ce serait non seulement un homme de jadis, mais ça doit être mon fils qui héritera du royaume de Sheol. Est-ce que c'est Valcar qui a fumé un truc ou c'est un truc qu'on doit prendre au sérieux? Je sais pas. Andrei Ivotov ne serait pas le père de Milan parce que ce n'est pas un homme de jadis. Ça, c'est la grosse discussion. Mais on va faire un petit point de génétique parce qu'il y a 2 choses différentes. Soit, il faut absolument que les 2 parents soient 100% hommes de jadis, un schmilblick magique du monde de Sheol. Et alors, ok, j'ai rien à dire. Mais Fibre, il donne l'exemple des blonds. Il dit un blond, un brun, ça fait un brun. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Pour obtenir un blond, il ne faut pas
que les deux parents soient tous les deux 100% blonds. Et je peux donner un exemple. Mon père est un homme aux cheveux noirs bouclés, aux yeux bruns foncés, et mes deux frères et moi, nous avons tous les deux les cheveux clairs aux yeux bleus, parce que ma mère, elle est blonde vénitienne aux yeux bleus. Il suffit que le gène bleu soit présent chez mon père, mais ne se manifeste pas physiquement parce qu'il est récessif, et parce que donc blond, bleu, les yeux bleus, les cheveux clairs, c'est récessif, et le tour est joué. Donc si Andrei était lui-même à moitié homme de jadis, il a peut-être pas manifesté sa jadicité, mais il est quand même porteur à 50% du gène de jadis. Donc on a 50% de chance, si Andrei il fait un enfant avec une femme de jadis, d'obtenir un homme de jadis. Après, si c'est juste il faut du 100% d'hommes de jadis des deux côtés pour avoir des hommes de jadis, tout ça tombe à l'eau. Mais je voulais quand même le dire parce qu'ils sont en mode, c'est sûr, Andrei Ivotov n'est pas le père de Milan. Or, bah voilà. Oui, et je disais ça tout à l'heure parce que plus loin dans l'épisode, ils émettent l'hypothèse que Valkar pourrait être le père de Milan. Exactement. Excuse-moi, j'avais mélangé un peu le truc parce que je pensais que tu parlais de ça. Mais non, effectivement, à ce moment-là de l'épisode, ils remettent en cause Andrei qui pourrait être le père de Milan, tout simplement. Ça se peut que ça soit juste bullshit et que ce soit encore juste nous qui émettons des hypothèses pour essayer de répondre à des théories, etc. Et du coup, on déforme la réalité pour faire en sorte que... mais bon. Il y a plein de théories. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, moi j'étais persuadée que Sheol c'était l'au-delà. Ouais. J'étais bloquée là-dessus parce que ça, le mot Sheol a des liens à ça. Puis je suis partie sur Sheol est dans le futur, oui. Après une destruction de la société. Ça se tient sur différents points, ce truc-là, donc j'y tiens quand même toujours. Donc voilà, bon. Oui. Après toutes ces discussions, le groupe se rappelle pourquoi ils sont là et demande où se trouve Compassio Bellini, Belbini, Balbini. Dans la foulée, ils remarquent que le navire prêté par les hérissons et avec lequel ils sont venus a disparu. Pour rejoindre le navire d'Anubis, ils devront vaincre le robot tueur qui se tient sur leur route. Il a un défaut qui a été voté par le chat et en plus le groupe possède un indice de taille pour l'affronter. L'indice, qui est évident pour personne sauf pour Fibre, se trouve en réalité dans la lettre retrouvée dans la bouteille à la mer. Le robot est sourd et ne perçoit que le mouvement. S'ensuit une nuée d'actions plus ou moins inspirées, combinées à des jets de dés affligeants pour tenter de battre le robot, et celui-ci finit par succomber à son défaut et tombe en panne. Merci le chat. À noter que sur un 92, Ariane débloque une nouvelle phobie, les machines tout simplement. Alors qu'as-tu pensé de ce combat ? Est-ce que tu penses que le vote du chat a gâché la fin du combat, ou au contraire, t'as trouvé la mécanique plutôt marrante / maligne et peut-être même salvatrice ? La mécanique, je la trouve marrante. Ce que je trouve juste un peu bizarre après, tiré par les cheveux, c'est que plus tard, on a d'autres machines de genre et ils ont toutes la même faille, on va dire. Ouais. Mais bon, après, si tu dis que c'est une question de... je sais pas, effectivement de batterie qui se vide et finalement ils ont été créés tous en même temps. Bon, peut-être que la batterie se vide à peu près au même moment, du coup. Ça pourrait expliquer ça comme ça, je dirais. Mais bref, non, je trouvais ça sympa comme affrontement. C'était marrant de voir qu'ils rataient vraiment tout leur jet comme d'habitude. C'était catastrophique. Et puis vraiment, Allure, sa fille qui... vraiment tu sens qu'il est désespéré, il se met à courir et puis en plus Milan lui dit s'il vous plaît faites quelque chose, il va attaquer ma bien-aimée et tout, et puis il se met à courir avec son assiette incassable, ce qui n'a toujours aucun sens. L'assiette, j'étais si heureuse de la retrouver, cette assiette. Non, j'ai trouvé ça vraiment sympa et surtout à ce moment-là, au moment où il va se faire défoncer, paf, le robot tombe en rade. Je trouvais ça sympa. Par contre, je pense que je vais commencer à parler du truc que je voulais aborder par rapport à cette pauvre Lydia qui fait des jets catastrophiques et qui n'est plus multimaudite, mais qui est multi-trauma, on va dire. C'est vrai, purée. Et je voudrais quand même dire que je trouve ça un peu injuste, en fait. Je trouve ça injuste parce que je l'ai noté plusieurs fois, en fait. En fait, dès qu'elle fait plus de 90, elle se ramasse un nouveau trauma. Et j'ai noté plein de fois où, genre là, j'ai noté, là, MV fait un 98. Bon, là, il avait perdu des points de vie, Daz aussi. Mais j'ai noté plus loin, MV, à un moment, fait
fait des 97, des 80, 94 de MV, 0 conséquences, tu vois, j'ai noté. Il y a plein d'endroits où en fait ils n'ont pas de conséquences réelles. Alors après, je comprends que c'est difficile en termes de MJ de trouver des conséquences à chaque fois. Mais ce que je trouve affreux, en fait, c'est que parce qu'elle est minotaure, psychologue, etc., elle est obligée de se ramasser un trauma. Et en plus, je trouve que c'est absolument pas cohérent parce que pour moi, quelqu'un qui travaille dans ce domaine, qui est psychologue, etc., est peut-être la personne la moins amène d'avoir des traumas parce qu'elle est capable de justement travailler mentalement contre ça, contre ces traumas et se dire et identifier justement quelque chose qui pourrait être traumatique et ne pas devenir traumatisant, tu vois. Et je trouve ça vraiment dur pour elle parce que dès qu'elle rate quelque chose, bam, elle se bouffe un trauma. Et en fait, il va se passer quoi ? Genre, dans 5-10 épisodes, elle pourra plus rien faire de sa vie. Enfin, le principe est rigolo, mais maintenant, je trouve ça un peu abusé, tu vois. Et après, Phil lui a déjà dit tu devrais rentrer dans ta psyché pour réparer tes traumas. Et elle le fait toujours pas. Et le truc, c'est qu'elle les accumule. Et il y a un moment où ça va être une catastrophe. Elle va arriver dans sa psyché et ça va être trauma sur trauma. Ça va être impossible de gérer quoi que ce soit. Donc je sais pas quoi penser de ça. J'aime bien en fait l'idée à la base de elle se ramasse un trauma et puis elle devrait directement essayer d'aller le réparer, mais elle le fait pas. Je pense que ça c'est aussi un problème de son côté. Il faudrait que quelqu'un dans son chat lui dise quand elle fait ses révisions, va réparer tes traumas. Mais je trouve ça aussi un peu abusé aussi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Alors déjà le premier trauma c'est sur un sang. Et c'est limite Lydia qui lui donne l'idée. Et ça, je suis d'accord. Un sang, je suis 100% d'accord. Ça me paraît complètement cohérent. En plus, après, elle fait, je sais plus, un 99 ou je sais plus quoi, en essayant de dédaler mentalement un robot. Donc de nouveau, ça se tient. Mais je suis trop d'accord avec toi que ça doit pas être une excuse pour accabler une joueuse qui est déjà... Enfin, qui prend déjà bien cher. Et je commence à avoir très peur pour le personnage parce que je ne veux pas une Evie bis. Je comprends pourquoi Lydia a donné à Evie le tournant qu'elle a donné à Evie. Et j'ai pas du tout envie qu'il se passe ça pour Ariane, mais si on continue, elle va péter un câble à un moment, aussi bien la joueuse que le personnage. Après, je pense sincèrement, et c'est pour ça que je pardonne un petit peu Fibre, c'est qu'il veut la pousser à s'auto-dédalmentaler pour avoir peut-être qu'il a préparé un truc, tu sais, c'est comme Lille, peut-être qu'il a préparé un truc et il veut qu'elle le fasse. Et j'espère de tout mon cœur qu'elle va y penser parce que là, maintenant, on est dans une aventure où elle doit protéger un homme de jadis et où il y a des robots dans tous les sens. Si elle continue avec ces 2 traumas-là, elle ne va pas s'en sortir. Mais je suis d'accord avec toi. C'est dur. C'est un peu... on le dit depuis plusieurs épisodes en plus. On est chaque fois là. Putain, Lydia, elle prend cher. Putain, Lydia, elle prend cher. Mais il faut qu'elle s'amuse encore, tu vois, dans cette campagne. C'est un peu, un peu difficile. C'est vrai que par contre, si elle réussit à... Tu vois, son personnage, je le trouve de plus en plus difficile, justement, notamment... on le disait tout à l'heure, avec Milan, elle est vraiment dure. Alors qu'en début de campagne, elle était vraiment beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de Milan, si on se rappelle... au moment quand ils étaient au domaine de la clé notamment. Est-ce que c'est parce qu'elle est de plus en plus traumatisée qu'elle est de plus en plus mauvaise si c'est le cas, c'est incroyable, hein, franchement. À voir. Mais bref, je sais pas, j'ai comme... Il y a vraiment un moment où je suis vraiment à me dire, elle prend vraiment très cher. Après, comme dit Fibre aussi, il dit, tu fais 99 et tu fais 100, tu veux que je fasse quoi ? Mais en même temps, je veux dire, je dis pas qu'il faut pas qu'elle ait pas de conséquences. C'est 100% normal qu'elle fasse... un jet de merde et elle a pas de chance là-dessus, elle a pas de chance au dé. En plus c'est drôle parce que je trouve que c'est la plus superstitieuse d'entre eux, je pense. À chaque fois c'est la première à dire genre ne dites pas c'est un ratable ou faut que je change mes dés, etc. Tu vois, elle est très superstitieuse et c'est celle qui a les pires jets de dés en ce moment. Mais bref, non, je veux dire, si elle fait 90 ou 100, ça pourrait être une conséquence différente de toujours se ramasser un trauma. J'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment devenu il se passe un truc et baf, on lui donne un trauma, quoi. Et puis, quand le sort s'acharne comme ça sur une joueuse, il faut un peu de flexibilité. Et moi, je me rappelle, dans Ne fais pas 100, on a eu vraiment plusieurs moments où c'était la catastrophe, le festival des 90, et en tant que MJ, t'as pas envie d'écraser ta table, donc il y a des moments où j'étais là, bon c'est bon, ça, je vais pas traiter ces critiques-là. Au bout d'un moment, on est là quand même pour s'amuser, tu vois, donc Ce qui me dérange surtout par rapport au trauma, c'est que quand MV fait 98 et Daz fait 97, MV perd 5 points de vie, Daz perd 2 points de vie, tu vois. Et
donc c'est une conséquence directe, il leur arrive quelque chose, c'est complètement logique. Mais quand Lydia fait quelque chose comme ça, elle se ramasse le trauma pour des épisodes derrière, tu vois. C'est pas genre, eux, ils ont leur PV, bon, pendant un épisode ou deux, ils vont récupérer leur PV, ça ira mieux. Elle, c'est pour des épisodes, ça peut être pour 10 épisodes, 15 épisodes, parce qu'elle les traite jamais, ces traumas. Donc, et c'est là-dessus où je trouve que c'est un peu injuste. T'as raison, je vais pas dire le contraire. Alors, j'énumère 2-3 trucs que j'ai trouvé cool. MV qui rate à nouveau son sort du livre des sorts, mais c'était trop bien essayé. Enfin, tu sais, il a voulu faire venir la plante, et de Riff qui dit « Pourquoi je l'ai cuisiné après utilisation ?» C'était drôle. Pendant le combat contre le robot, le suspense du dé d'Az de son sort qui tourne pour faire un gros échec au final. Dommage parce que cette idée de voir une énorme pichenette sur un robot, je trouvais ça très visuel et très sympa. Pareil. La BO de Terminator, la musique était incroyable. C'est incassable, on l'a dit. J'ai mis oh là là les dés. Heureusement au final qu'il y avait le chat pour arrêter ce robot, sinon ils seraient tous morts. Ouais. Et puis une dernière petite quote de Rive. Est-ce que vous avez bien mis le frein à bateau ? Ça c'est drôle. Voilà. Anubis, Atalante, Alicia et Valcar prennent la fuite sur le bateau, laissant le groupe seul sur l'île. Et en explorant les environs, ils découvrent un festival de corps à fouiller sur lesquels ils apprennent plein de choses. Ils trouvent aussi un canon et ils décident de couler le bateau d'Anubis. Tellement d'az. Et après un combat chaotique contre un babouin mécanique, le groupe enterre les cadavres et Wolotov, Totoche, prononce une jolie oraison funèbre. Donc dans les cadavres, on a un peu de tout. On a l'équipage d'Anubis. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais ils étaient complètement passés à côté de une quête de vol sur un bateau qui devait se passer justement sur le bateau d'Anubis. En fait, ils devaient rencontrer tout l'équipage du bateau. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus traumatisant de voir tous ces corps et les têtes qui pendent plus tard et tout, parce qu'en fait, ils auraient vécu une grosse aventure avec ces gens-là. Et là, on est un petit peu osef de rencontrer ces gens. On a aussi la guilde des guides, on en a des hérissons, il y a du beau monde. J'avoue que quand Fibre disait « Ah, rappelez-vous de tel personnage », j'étais genre... C'est comme le moment crève-cœur du petit qui était amoureux de Alicia la saga, qui a fait un dessin d'elle, et puis Milan qui le récupère. Les autres sont un peu genre c'est glauque. C'est un peu glauque. mais je comprends, on vit dans un monde où il n'y a pas de photo, donc si tu veux voir une photo de ta bien-aimée... Sinon, non, j'ai bien aimé cette phase un peu d'exploration du fort, surtout la découverte de journal de bord, etc. Je sais pas si tu vas en parler, j'imagine que oui. Mais je trouvais ça sympa. Dans le combat contre le babouin mécanique, j'ai bien aimé l'utilisation du sort de la bulle, parce que ça allait très bien avec le RP de Lydia à ce moment-là, qui a peur et tout. Donc très bonne utilisation des sorts. Je sais pas pourquoi je fais toujours une fixette sur l'utilisation des sorts, mais apparemment ça revient toujours dans mes notes. Par contre, à l'opposé, le move de Daz de bouger sans bouger, là je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Ça fait vraiment partie des trucs cartoon qui sont marrants, mais un peu ridicules que Daz fait parfois, et qui dans la campagne précédente lui a valu la mort en fait de son personnage. Donc, la mort. La mort. Il faisait une danse là face à... Bref, mais c'était nouveau, comique, cartoonesque, mais t'es là en tant qu'MJ, comment je gère ce truc? Fib le dit en plus, réaliste. C'est quoi ton but? tu Oui. Tu bouges, ok, mais c'est quoi l'objectif? Ouais, Daz, mais bon, on aime bien ça chez lui aussi. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire un petit point lore sur les différentes informations qu'on a reçues. Donc on découvre le journal de Nathan Sima Linné, et on apprend dans son journal que sur l'île secrète des Syrtes, donc on a le nom de l'île, les autorités de Miragon, en collaboration avec le club des Hérissons, ont construit le fort militaire donc qu'on voit pour s'opposer à la montée en puissance de Malgordis. Donc sur la timeline, on est quand même sur un truc relativement récent, c'est pas il y a combien d'années c'était, mais c'était pas non plus il y a des milliers d'années. Par contre, sur place, en fouillant l'île, ils découvrent que l'île est creuse et qu'elle abrite une construction des hommes de jadis. L'équipe d'exploration est décimée par les machines, mais leur chef Nathan affirme que leur découverte pourrait faire gagner n'importe quelle guerre, mais les pages du rapport ont disparu.
Et c'est là qu'on comprend pourquoi le message dans la bouteille disait « Maudits soient les hommes de jadis, maudite soit l'armée de Miragon », parce que c'est la technologie des hommes de jadis qui a tué tous les hérissons. Et en plus, c'est Miragon qui les a envoyés là-bas en mission. Voilà. Oui, d'ailleurs, Lydia émet l'hypothèse que c'est peut-être Valcar qui a arraché les pages et que, comme c'est plus ou moins, même carrément un collabo du royaume de l'Étoile d'Argent, bah ça sent pas bon, quoi. Beaucoup plus tard dans l'épisode, Lam va expliquer que Nathan avait compris probablement comment contrôler les robots et que les pages ont été arrachées par Valcar. Selon moi, c'est peut-être plutôt un move d'Anubis, voire même de Compassio Belbini, qui aurait peut-être arraché les pages pour les hérissons. On ne sait pas pourquoi il est là, est-ce qu'il a été sur cette île-là avant de passer à l'autre, enfin, voilà. Ensuite, il déchiffre un message sur une tortue millénaire. Ils croisent des têtes coupées et empruntent un tunnel qui les amène dans le cœur de l'île. Là, une construction ancienne formée de 7 piliers et une statue qui, flashback, semble familière à ce cher Savroche. Il y a un nouveau robot tueur qui est éliminé par Matin qui joue au laser chat avec des pièces d'or jusqu'à l'épuiser, avant que le groupe ne décide de descendre dans les profondeurs du cratère. Et puis au milieu de tout ça, ponctuellement, les aventuriers vont tenter de convaincre Wolotov de se libérer de son maître ingrat. Alors le passage avec la tortue géante, ça m'a donné des frissons, mon cher Cactus. Cet animal de plus de 1000 ans, avec la trace d'un guerrier qui a combattu aux côtés d'Asaba. C'est le premier contact un peu indirect qu'on a vraiment avec Asaba. Puis il y a le lien aussi entre la statue et la saison de Valencia, trop bien. Enfin voilà, qu'as-tu pensé toi de ce petit passage-là? En plus de ça, il y a aussi Dérive avec son personnage qui dit, tu sais, il a l'air de parler de ses ancêtres qui auraient, c'est vrai. Justement, qui pourrait être cet explorateur en fait, parce qu'il a ses ancêtres ont combattu pour Asaba. J'ai trouvé ça vraiment chouette qu'il y ait ça dans son lore de personnage et qu'en plus de ça, il pense à l'inclure, parce que je veux dire, j'imagine que c'est un lore que Fibre a dû lui donner et puis qu'il a réussi à faire le lien et en parler. Chapeau à lui, hein, franchement. Ouais, il a géré. Hein. Ouais. Et non, j'ai trouvé ça vraiment sympathique, le fait d'avoir cette petite inscription, ils savent pas, il y a le petit jeu avec Ariane qui retient, visuellement c'est quand même drôle d'imaginer, puis Philippe le dit, je veux voir ça, je veux voir une Minotaure qui retient une tortue géante, c'est très marrant, et ouais, je sais pas, je suis comme toi, j'aime bien l'aspect d'imaginer ça sur des milliers d'années, quelqu'un qui, en plus, qui note sur la carapace en se disant, je sais que ces animaux-là vivent pendant des milliers d'années, donc mon message sera passé un jour, etc. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment chouette. Tout comme toi. Ah, trop bien. Et le petit flashback de Savroche, je dois avouer qu'il pourrait m'en faire 1000 moins Fibre. À chaque fois, je trouve ça trop bien. Oui, c'est sûr que j'ai pas réagi là-dessus, mais c'est trop bien en plus de faire le lien avec cette saison-là, qui est un peu une saison que j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup marché. Peu de gens ont écouté et je trouve ça chouette de retrouver encore cette vallée de la mort là avec Bernard. C'est des bons souvenirs, je trouve. Ah, trop bien, ouais. Et il faudrait que je réécoute ce passage-là encore. Je me demandais si tu l'avais fait ou pas, mais j'imagine que non. Oui, tu l'as fait. Ok. Et alors, par rapport à la statue, c'est décrit de manière plus. Est-ce qu'on a plus d'informations ou pas plus que ça? Écoute, c'est la même description déjà, donc Fibre a bien fait son travail. Il parle de la vallée maudite au nord de la province heureuse, là où tout était inversé. Et tu te souviens, il était inscrit à l'entrée de cette vallée, nous ne retournerons pas en Sheol. Et déjà, nos cerveaux avaient un peu explosé. En fait, le seul truc qui diffère un petit peu, c'est que sur cette statue-là, l'homme de jadis avait un losange inscrit sur son avant-bras. Et le petit test pour pouvoir passer une sorte de voile pour aller plus loin dans l'aventure, c'était de se dessiner un losange sur le bras. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je sais pas si... parce que nous, on a beaucoup l'œil du... Tu sais, l'œil du dieu protecteur dans un rectangle. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Le seul truc que je rajouterais à ça, c'est que quand on était dans les souterrains de Aria, il a dit que les grands hommes c'est un peuple qui a été sur une terre très à l'est. Ils étaient de taille normale à la base. Ils se sont installés sur les ruines d'un peuple magique et ont commencé à avoir des mutations génétiques et à grandir de génération en génération
Donc ça fait très écho évidemment aux hommes de jadis, donc voilà, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on peut encore dire vite fait, c'est que donc cet explorateur s'appelle Okugi, peut-être qu'il faut retenir son nom, on ne sait jamais, que donc sa chef de guerre c'était la grande Asaba. Et puis je vais juste revenir sur la fin de son texte. Il y a plus ici qu'un atelier de machines, il y a plus ici qu'un chemin vers le continent, il y a, j'en suis sûre, la clé de la toute-puissance des hommes de jadis. Fibre dit même « Oh là là, fin de saison !» C'est très dramatique et c'est très intéressant pour la suite. J'en reparlerai quand on fera le point lore le plus important sur le projet Alphalix. Yes. J'ai bien aimé le moment où Das dit « Ah oui, les 7 piliers, comme les 7 piliers de l'islam. » Oui, je l'ai noté. Il est noté en titre. Fibre. Il y en a 5 des piliers à l'islam. Il dit à le tacle. Ouais. Tu es vraiment un ignorant. Je trouve ça terrible. C'est violent. C'est drôle. Je rajoute juste que le move de l'âme, en fait, avec les pièces d'or, tu sais, le laser chat, j'ai dit dans mon truc, le move de l'âme avec les pièces d'or, je trouve qu'il est hyper malin. Enfin, c'est un bon move de jeu de rôle. Fibre, il est un peu dégoûté, ouais. Il est un peu en mode je dois jeter ces pages de scénario. J'avais imaginé tout un truc avec le canon et tout. Et ouais, c'est vraiment le typique jeu de rôle parce que le MJ est pris de court et genre, ah bah j'avais pas pensé à ce cas-là. Et il l'accepte. Il est genre, ok, bon bah ça marche. C'est trop bien parce que le chat a voté ce truc, ce défaut. Il a des pièces d'or qui servent à rien dans cet univers. Let's go. Bravo l'âme. Très bien. Au cœur de la construction, il découvre une sorte d'usine à automates et une porte monumentale couverte d'inscriptions en langue de jadis. Et grâce à Google Translate aka Wolotov, le projet Alphalix n'a plus de secret pour eux. Ils parviennent à comprendre les inscriptions, ils trouvent comment franchir la porte, ils empruntent un escalier qui semble descendre vers l'infini et surtout, ils arrivent à déchiffrer d'incroyables fresques qui auraient dû normalement être des jets de dés, etc. Des fresques qui recouvrent les murs du couloir. Et OMG, le lore, j'ai envie de te dire, mon cher cactus, mon sang, ça c'est quand même... Mon Dieu, et mon accent belge qui est revenu en la coup quand j'ai dit ça. Mais... Est-ce que tu veux que je les lise et après tu nous dis ce que t'en penses? Parce que t'avais des choses par rapport à ça. Enfin, tu te doutes que le point lore va être colossal, mais avant de me lancer, est-ce que toi... Fibre avait l'air un peu blasé, je trouvais. Il était un peu en mode normalement vous devriez faire tout un tas de jets de dés pour ça et puis je trouve ça un peu triste. Mais oui, c'est vrai. Il a vraiment l'air blasé quand ils descendent dans le sanctuaire en fait d'Alphalix, quand ils découvrent tout ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a aussi tout le truc avec la régie. Mauvaise communication j'imagine entre eux où la régie affiche tous les messages et lui est genre mais non je veux pas. Et j'avoue que j'ai trouvé ça sympa aussi l'histoire de Fibre qui va briefer Derive pour lui dire bah voilà il y a tous ces trucs là à lire mais peut-être qu'il y a des trucs que tu peux cacher, omettre, modifier, etc. Donc au final on sait pas trop. Après peut-être que c'est dans le scénario. Est-ce que toi t'as regardé? Je me demande, en fait là je suis en train de me dire si ça se trouve Derive a bien fait des modifications et vu qu'on a accès au scénario on pourrait vérifier, tu vois, mais je l'ai pas fait. Écoute, je ne regarde plus le scénario depuis le moment où j'ai dit je regarde plus le scénario. Par contre, c'est vrai que pour préparer les émissions, je te demande toujours d'avoir le scénar parce que je fais des copier-coller des textes, etc. pour pas devoir retaper. Enfin, ça me prend un temps de baiser. Ouais, je sais. Mais moi, je fais pas le copier-coller. Du coup, j'ai écrit comme un con sur mon iPhone. Le pauvre. Et du coup, c'est vrai que j'ai copié-collé, par exemple, le texte sur la tortue, etc. Mais j'ai spécifiquement pas copié-collé ce texte-là parce que si Derive a omis certaines choses, bah, j'ai envie de vivre l'expérience du téléspectateur. Donc voilà. Okay. Allez, je vais lire les phrases que Derive nous a lues. Donc, il nous dit, le premier c'est « Rajraf, exilé par les dieux, vint sur notre monde et nous a réduits en esclavage. » Le deuxième c'est « Nous avons fui en Sheol par la magie des miroirs, mais notre ennemi ayant soumis le monde nous a poursuivis en Sheol. » Le 3 c'est « Et si nous devons échouer, il restera ma grande œuvre. » Et le 4 c'est « L'âme mécanique ne peut pas être soumise. » Ce qui est très intéressant, la dernière. Tout à fait. Ce qui permet de comprendre. Cactus. Et d'ailleurs, ils font le lien, je ne sais plus qui fait le lien, mais quelqu'un émet l'hypothèse qu'ils ont probablement créé ces machines pour justement qu'elles ne puissent pas être contrôlées par Rajraf.
et j'ai trouvé ça très intelligent. J'y avais pas pensé au début et bravo. C'est tout à fait intelligent, mais je pense que ça va même plus loin que ça. Vas-y, c'est parti. Je veux juste aussi citer ce qu'il y avait sur la porte avant les fresques. Donc c'est le sanctuaire du projet Alphalix, Oui. la clé de notre secours. Rajraf ne nous vaincra pas. Tout à fait. Petite parenthèse, le sub s'appelait Alphalix et Fibre a créé un lore avec le nombre 59, car Heliex en latin ça fait 59. Pas mal quand même. Ouais, bravo Fibre. Ensuite, je te tunnelise, c'est parti. Ouais, c'est le moment du tunnel. On devrait avoir C'est le moment du tunnel. On devrait avoir le jingle tunnel. Un jingle tunnel. Donc jingle, OMG le lore. C'est le point lore. Donc le lore, comme tu dis, la dernière phrase est très intéressante. Elle parle de l'âme mécanique qui ne peut être soumise. Et j'aimerais faire un petit topo de l'univers dans lequel on se trouve. On se trouve dans un univers avec des gens qui possèdent des pouvoirs psychiques. Comme Ariane, comme les Légions silencieuses, on sait que Rex Torak a soumis par la pensée tous les hommes simples d'esprit qui peuplaient les terres d'Arcadia. On sait que les hommes de jadis, pour se protéger de leurs ennemis, ont donné à Rex Torak les terres d'Arcadia. Est-ce que l'ennemi ultime, du coup, ce serait pas ici un dieu capable de manipuler la psyché au point de contrôler d'autres humains? Est-ce que Rajraf les a réduits en esclavage de cette manière? L'âme le résume très bien, comme tu le disais, il doit avoir des capacités psychiques, et ils ont donc, par conséquent, créé une armée de robots qui seraient insensibles à ça. Mais Daz, beaucoup plus tard, il va dire, si tout ça, tout ce bazar-là, la clé, le machin, la lave, le truc, le projet Alphalix, c'est juste pour animer des robots géants, en fait, je suis un peu déçu, il dit. Et le projet Alphalix me semble être plus que la création d'une armée de robots tueurs. Le texte parle d'une grande œuvre qui les sauvera si tout le reste devait échouer. Et si nous devons échouer, il restera ma grande œuvre. Du coup, l'âme mécanique ne peut être soumise. Est-ce que ce serait pas qu'ils ont essayé de se rendre eux-mêmes robotiques pour ne pas qu'on puisse entrer dans leur psyché et les contrer mentalement? Est-ce que tous ces robots, c'est pas les futurs réceptacles pour accueillir l'âme mécanique, l'âme des hommes de jadis? C'est mon hypothèse. Et, si tu veux bien, je continue dans mon tunnel pour parler plus spécifiquement de Rajraf. Enfin, on entend parler de Rajraf, exilé par les dieux. Dans le lore qui découvre sur l'île de Sombre Pigeon, l'île du temps d'ailleurs, là, on découvre que Divina, la dernière reine de Sheol, a tenté de fuir son ennemi, qu'elle appelle à ce moment-là le dieu corrupteur. Divina tente d'ouvrir un passage vers le temps d'ailleurs, la 25e heure du jour, afin de fuir la menace du dieu corrupteur. Et puis dans la liste des souverains, on dit que l'un d'entre eux a refusé la vue pour mieux entendre la rumeur du dieu corrupteur et fonda la Société des Échos. Est-ce que donc on n'est pas de nouveau sur un dieu avec des capacités psy? Est-ce que le dieu corrupteur, c'est pas le même dieu que le dieu protecteur de Sheol? Ce qui est sûr, c'est que Rajraf, il est lié au dieu protecteur, voire, et c'est ce que je pense, c'est le dieu protecteur tout court, parce que souvenez-vous, lorsqu'Ariane, elle récupère de la santé mentale, elle se rappelle de ce qu'elle a vu dans la tête de Maflak, le prêtre du dieu protecteur. Elle avait été traumatisée par une silhouette dans un miroir, par-delà le miroir, qui semblait s'appeler Rajraf. Oui. Un miroir immense de 50 x 20, la fumée grise, une étendue crépusculaire. Et c'est là, Flavien, qu'ils sont en mode « Ouais, mais Rajraf, on ne sait pas où il est, etc. » Et Fibre, il glisse « En fait, vous avez tous les éléments pour savoir où il est. » Et c'est vrai qu'on sait où il est, Rajraf. Est-ce que tu sais, toi, Flavien, où il est, Rajraf? Où est-ce qu'il est, Rajraf? Non, je n'ai pas d'idée. Dès que je te le dis, tu vas dire bah oui, évidemment. Rajraf, il est enfermé dans le miroir qui se trouve sous le domaine de la clé. Bah oui, d'accord. Le miroir que Milan a aperçu dans la cave. C'est pour ça qu'il devait protéger le miroir. C'est pour ça qu'il doit protéger la cave. C'est pour ça que personne ne doit y entrer. C'est pour ça qu'aussi ces sbires arrivent pour attaquer le domaine de la clé. Ouais. Julia qui demande à Andrei de sceller la cave. Scelle la cave, Andrei, scelle la cave. Bah oui, ça a du sens. Est-ce que notre dieu ne serait pas enfermé dans ce miroir? Et de nouveau, l'âme, il fait un super résumé à la fin de l'épisode. Il dit, enfin non pas à la fin de l'épisode, c'est à ce moment-là, je crois. Il dit, on a un dieu qui a terrorisé les hommes de jadis, probablement en Aria. Ils ont fui en Sheol, installé leur nouvelle société, et le dieu les a suivis là-bas, et ils ont fini par fuir à nouveau. D'ailleurs, sur la stèle de l'île d'Azur,
Il était inscrit, nous avons fui par le passé, nous fuyons aujourd'hui, mais demain sera le jour de notre contre-attaque. Tout ça. Lydia, d'ailleurs, elle se plante malheureusement dans son propre lore parce que l'âme lui demande si elle a entendu parler de Rajrav dans la tête d'un des prêtres. Elle lui dit catégoriquement que non, qu'elle a reçu une vision, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais je fais confiance à Lydia, elle va relire ses notes et Oui. et voilà. C'est incroyable. Je sais pas, c'est profond, il y a tellement de choses, il y a tellement de liens dans tous les sens. C'est ça qu'on fort, aime. hein, il est Et fort, oui, hein. effectivement, je pense qu'il y a très peu de doutes sur où est Rajrav, tout à fait. Et quels étaient leurs aussi. objectifs par rapport à ça. Et puis, c'est pas vraiment une théorie là, genre, je veux dire, ça me paraît assez évident, effectivement. Mais c'est marrant parce que Donc c'est tu un dis truc ça. classique de FIP pour encore de épisode 1, t'es à l'endroit de la fin de la quête, quoi, quasiment. Ouais, c'est vrai. Ah oui, comme la grotte Exact. dans la première campagne. Exact. C'est vrai, Coriolis, ouais. J'ai peur parfois que quand la manière dont le ton que j'utilise, on dirait que je cite des affirmations. Or, 90% de ce que je raconte ne sont que des théories. Je voudrais pas que les gens le prennent premier degré. Mais là, Fibre nous dit qu'on a les éléments entre les mains pour savoir où est Rajrav. Donc, c'est pas des extrapolations. Je pense qu'on peut se permettre de. T'es complotiste, de on peut le qu'il est dire. là. On peut le dire. Oui, c'est ça. On nous ment, n'est-ce pas? On nous ment sur le manoir de la clé, voilà. Je veux juste m'assurer que j'ai bien tu dit. M'as-tu dit. Je suis si drôle. Wow. Oui. Alors, ils finissent par arriver dans une immense salle contenant de la lave volcanique où des machines mystérieuses canalisent la chaleur de la lave et font face ensuite à une statue qui tient dans ses mains une clé. Tout ça est très cinématique. Une clé qui visiblement rappelle quelque chose aux aventuriers. Ils récupèrent la clé Alphalix, la confie à Milan, puis s'engouffrent dans un tunnel. Le rush de fin d'épisode est enclenché à partir de ce moment-là, car la soirée IRL est déjà bien avancée et ils doivent encore vivre plusieurs aventures. Mais en tout cas, il y a une histoire de machines, d'écluses, d'aqueducs de métal, volcans, de systèmes d'écoulement de la lave aussi vers d'autres royaumes. C'est un sacré bail, ça. Et puis enfin, ils sortent du volcan indemne. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie de l'épisode? Oui, j'ai trouvé ça très mystérieux, cette histoire de lave qui partirait. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est Philippe qui le dit lui-même, que ces canaux vont vers tous les royaumes. Oui. Il dit ça comment? Il dit ça via qui? J'arrive pas à me rappeler. Je comprends pas pourquoi il balance une info comme ça. Je pense qu'il le dit en tant que narrateur, ce qui est Ouais. d'autant plus fou. Oui, parce qu'au final, qu'est-ce qui les empêche de prendre les canaux et puis De suivre de le suivre, chemin et puis de hop. la lave. Et voilà. Let's go! Non, Ouais. mais c'est vraiment mystérieux cette histoire de lave. Pourquoi, comment, dans quelle étagère, tout ça. Non, mais parce qu'ils en parlent souvent là, de la lave. Est-ce que c'est ça qui permet d'allumer ou de faire en sorte que les machines fonctionnent? J'imagine qu'il doit y avoir un lien, forcément. J'aime bien aussi un peu l'aspect. Ils descendent vraiment tout au fond du truc, et puis il y a vraiment toute une civilisation qu'a créée. Enfin, c'est vraiment SF, là, comme on disait au début d'épisode, là, on tombe dans la SF complète. C'est de la folie. Il y a carrément un On était en écran, mode- tu vois, quand t'allumes et tout, Oui. ils le disent même, Ah genre, quand ils ouvrent l'écluse. Et puis il y a aussi le message de attention, ouvrir toutes les écluses peuvent provoquer un débordement de la réserve de lave. Il y a tout ce truc-là, c'est vraiment, là, on switch, quoi, on est vraiment... De fou. On était là, je me demande s'il va pas y avoir une petite touche de SF, et puis épisode d'après, des robots tueurs, tu vois, j'étais là, ok. C'est ça. Des robots tueurs avec des écrans. Parce que, encore, tu sais, genre, t'as toujours un peu l'aspect steampunk avec des rouages, des machins et tout. Là, non, on est carrément sur des écrans et tout, tu vois. C'est genre, Non, la technologie, elle est là. Ouais. C'est de la grosse tech. Non, c'est vraiment... en fait, je l'ai dit, hein, c'est très mystérieux, je me répète, mais j'aime beaucoup, en fait, cette ambiance, cet univers. Et puis surtout, c'est vraiment ambiance post-apocalyptique, quoi. Il y a vraiment eu des choses se sont passées il y a vraiment des milliers et des milliers d'années, parce que c'est même pas... on est d'accord, c'est même pas au moment d'Asaba et tout, c'est même encore avant tout ça. Donc c'est une folie, quoi. Parce que déjà, Asaba, c'est 1000 ans. Alors, 1000 ans, c'est quand même quelque chose. Mais alors, là, on est sur des temporalités qui sont gigantesques. Et elle est en train de reparler... Quand tu lis le lore de jadis, là, ils ont été sur la Lune,
Ouais. Ils ont créé des cités, stèles, machin, je sais pas tout quoi. Après, voilà, on n'est pas trop surpris non plus, parce que je veux dire, la fin du Tribunal des Dragons, c'était vraiment ça aussi. Mais moi, là, c'est un peu la question que j'ai, parce que la fin du Tribunal des Dragons, c'était quel peuple? C'était pas les Nocs? Il me semble que c'est les Nocs, parce que c'est les Nocs avec... comment oui, il s'appelle la prison dans le ciel, etc. Oui, c'est ça. Et puis même, ma question que je me pose, c'est à quel point les Nocs et les hommes de jadis, c'est la même chose, je sais pas, tu vois. C'est vrai qu'on tombe sur une sorte d'ordinateur dans le Mais bien sûr, et ils ont... Normalement, c'est aussi ça, la fille, le personnage, le PNJ avec qui Daz essaie de coucher constamment, là, machin. Vu qu'elle dit qu'elle veut, elle veut créer, il me semble, ou alors je mélange tout, mais elle veut créer une machine pour aller dans les étoiles, explorer les étoiles, etc. Et il me semble qu'ils ont tout ça, hein. Ils ont toute cette technologie. Il me semble que cette techno est... Enfin, je veux dire, la techno qu'on voit des hommes de jadis, je pense pas qu'elle soit différente vraiment de celle des Nocs. Est-ce que c'est juste le nom donné par Sheol alors aux Nocs? Bah ouais, je pense qu'il doit y avoir un truc par rapport à ça. Par contre, il y a quand même ce truc, nous ne retournerons pas en Sheol, hein, qui est noté dans la vallée là. Mais est-ce que genre, ils sont partis, ils sont allés au Sheol, ils ont fait tout leur délire, ils ont essayé de combattre le dieu et tout, ils ont pas réussi, ils se sont barrés, et après ils disent on retournera pas en Sheol, tu vois. Ça me paraît logique, non? Comme ça. C'est vrai. Et je vois dans le chat, c'est vrai que les Nocs, ils ont créé les perles de verre. Ouais. Et dans le lore des hommes de jadis, il y a le codex de verre, je crois. Faut que j'aille vérifier. Ah ouais? Parce que là, j'ai un... Ouais. Mais en fait... Codex de verre. Dans les hommes de jadis, c'est ça? Alors, c'est les anciens souverains de Sheol avant que Divina ne scinde dans 7 royaumes Sheol. Je suis pas sûre à 200%. Moi, je pense que c'est même carrément si eux qui ont créé Sheol, tu vois. Au-delà de... Waouh, carrément, toi! Ouais, je pense. À la fin du Tribunal des Dragons, ils redescendent dans une ancienne cité Noc. Et tu sais, ils ont accès à un grand ordinateur super puissant. C'est une IA, hein, je te rappelle, hein, c'est une IA le bazar. Hein. Ils créent des trucs et tout machin dans une vallée souterraine, blablabla. Et après, ils remontent dans ce truc-là. Et puis, leur âme est transférée dans un monde virtuel, en gros, qui est une sorte de monde au-dessus du monde d'Aria, qui est le monde des dragons. Et ils sont capables d'avoir cette technologie-là. Ils sont capables déjà d'avoir une sorte de monde simulé. Je vois pas en quoi Sheol serait pas la même chose, tu vois. Est-ce que Sheol est un monde simulé ou... Je sais pas. Oh putain, mais tu viens de me péter mon crâne là. J'en sais rien. Ils seraient arrivés, ils auraient créé un nouveau monde pour pouvoir... comment dire? Pour pouvoir fuir, pardon, ce dieu qui les pourchasse, etc. Puis le dieu a réussi à finalement à rentrer dans ce monde-là. Finalement, ils repartent. J'en sais rien. Ouais, la théorie de la simulation, en plus, avec tout ce qu'on a vécu dans Galaxy, franchement, elle est cool, quoi. Ouais. Mais merci, Flavien. Je ne sais pas. En fait, c'est le truc que je me dis depuis le début, du tout début. Parce que je me dis vraiment, genre, les Nocs et tout, c'est les mêmes trucs, ils sont capables de tout ça. Mais bon, peut-être que je raconte nimp. C'est ça la beauté? Non. C'est ça la beauté des... Bah écoute, c'est ce qu'on fait, hein. Pourquoi est-ce que tes théories seraient moins, tu vois, auraient moins de valeur que d'autres, quoi? Ouais, mais on retombe aussi sur si c'est un truc simulé, tu peux avoir une temporalité différente. Ça expliquerait aussi peut-être pourquoi tu peux y avoir accès à divers endroits du monde. Ouais, je sais pas. Oui, et puis on peut avoir une réflexion de type clair-obscur sur est-ce que les gens dans la simulation ont autant de valeur que les gens hors de la simulation, etc. Tout à fait. etc. Ouais. Interesting. Ouais. Merci pour tout ça, Flavien, c'est cool. Ouais. Bravo. Bah de rien, c'est venu comme ça. Je réfléchis. Moi j'ai écrit cool, la clé pour le colosse de Miracle. Non mais j'ai écrit la même chose. Hein. Moi j'ai marqué entre guillemets c'est Ragnagna de jadis. Ah oui, elle a eu ah oui, c'est vrai que c'était un dos à l'âge de Clovia. Oui, c'est là. Je pensais aussi qu'elle était plus âgée. Oh, putain. C'est Ragnagna de jadis. Dans le chat, il y a des gens qui disent j'ai pas entendu ce mot depuis 2000. depuis début 2000. Ragnagna. Il est incroyable ce mot en vrai. Ah, j'adore. Merci pour ça. Je l'ai pas noté et c'est très très drôle. J'ai aussi noté Babouin, l'âme demande s'il a le cul rose. Donc excuse-moi, hein, mais mes notes, bon, ouais, sont pas... Non mais j'adore parce que j'avais noté moi au début
Ouah, l'âme qui pense à ficeler le babouin et à le prendre pour avoir des morceaux de robots jadis. Smart. Et puis, cut, je jette le robot dans la lave. Dis, est-ce qu'il a un petit curos de babouin? C'est vrai que c'est drôle. Eh bien, on arrive déjà à la fin. À leur sortie, ils retrouvent enfin Compassio et sa petite loutre Tony le lion. C'est vrai. Mais ils n'ont pas vraiment le temps de discuter en fait avec Compassio Bellini, on ne sait rien de ce type. Parce que directement, il y a une bataille qui éclate entre des pirates. Les pirates, probablement les fameux pandas rouges de l'épisode du tournoi d'échecs. Donc, une bataille entre les pirates et un navire de l'Étoile d'Argent. Les aventuriers doivent récupérer Lucia, la bosse de Compassio qui a été capturée par les pirates, et doivent tenter de s'enfuir au milieu de cette bataille. Grâce ou à cause d'un vote du chat, le combat est équilibré entre les deux parties et l'équipe se voit obligée d'intervenir, zigouillant quelques pirates au passage de manière un peu gratuite. Et l'épisode se termine en pleine action, alors que les survivants se font rares, avec une petite touche finale. Désormais, Wolotov sera un homme libre. C'est comme ça que ça se termine. C'est beau. Donc toi, t'as bien aimé ce combat imposé par le chat. En fait, je trouve l'ambiance elle est sympa parce qu'ils sortent d'un truc. Déjà, je trouve ça super chouette le fait qu'il y ait 2 îles. C'est un peu le truc plot twist. Oui. Tu vois, c'est genre aller chercher Compassio Bellini à telle île, ils y vont, il est nulle part, ils le trouvent pas, ils descendent dans un souterrain de fou, ils découvrent un truc de malade avec des technologies de fou, ils continuent d'avancer, ils avancent, ils ressortent, ils sont pas sur la même île. Et là, le gars, il est de dos, ils arrivent, ils sont genre, oh putain, c'est lui. Le gars est genre, what the fuck, d'où vous connaissez mon nom? Et après, il y a toujours le classique hérisson qui disent, oh, vous êtes des hérissons, c'est bon. Et ils sont genre, oui. Et puis 2 secondes après, ils sont genre, mais en fait, vous êtes pas du tout des hérissons, oh mon dieu. Ah non. Ils ont même pas de mot de passe ou je sais pas, non. Le mec, il balance tout. C'est ça. Et je sais pas, le fait de je sais pas, je visualise vachement. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué à Sea of Thieves et que je vois ça, le truc du t'arrives en haut, puis tu regardes en bas et puis il y a plein de pirates en train de se tabasser la gueule et tout. C'est drôle. Il y a le Royaume d'Argent qui arrive, qui est en vrai, il y a un aspect qui est un peu flippant parce que si le Royaume d'Argent arrive là, qui fouille et qui découvre les mêmes choses qu'ils viennent de découvrir, à quel point c'est vraiment dangereux parce que bon bah c'est des zinzins, les mecs du Royaume d'Argent, ils viennent là pour faire la guerre, parce qu'on n'en a pas parlé trop, mais le délire avec Valcar qui est genre on signe des traités et puis vous êtes maintenant citoyen, bravo, vous allez être riche, vous allez avoir accès à tout ce que le Royaume d'Argent offre. Enfin, ça rappelle plein d'autres. C'est bien, c'est un peu le début de nos débriefs où on en parlait. C'est très guerre, c'est très contemporain aussi, c'est très ce qui se passe de nos jours également. Donc non, moi j'aime bien cette fin d'épisode et surtout bah moi j'ai bien kiffé le truc avec le chat parce que je voyais en fait au début je vois le sondage qui part et tout, je vois les trucs et puis un peu plus tard genre je vois que c'est quand même très proche, très serré, je suis genre putain c'est serré et tout, les gens se... Et vraiment sur la toute fin, parce que genre au moment où le vote s'arrête, il n'y a pas 50-50 pile hein. Et au moment où ça s'arrête, ça fait 50-50, paf, ça s'arrête à ce moment-là. Genre, c'est un truc de ouf. Et c'est super dur à faire. Il y a quand même des milliers de gens dans le chat pour réussir à se coordonner. C'est même pas se coordonner, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression que Fib était en mode ah, merci, super. Je pense que lui, dans son point de vue, c'est genre moi, il faut que je clôt l'épisode. On est déjà en retard. Il y a Gozu, je fais travailler des gens qui ont autre chose à foutre de leur vie, qui veulent rentrer chez eux et tout, tu vois. Et là, il y a le chat qui me donne un 50-50 pile, alors que du coup, je peux pas faire ma décision de qui gagne ou pas, tu vois. Et du coup, lui, il est en mode, bah merci le chat, vous me faites chier, tu vois. Et il le prend, je trouve, un peu de manière genre, ils ont trollé. Mais moi, je trouve aussi que initialement, ben, le vote, il est tendu, les gens savent pas trop. Et au final, si c'est 50-50, est-ce que c'est pas un moment justement d'utiliser aussi 50-50? C'est aussi un choix, tu vois. Genre, est-ce que c'est 50-50? Est-ce que les deux meurent comme en fait les joueurs finissent par faire et tuent tout le monde entre guillemets, ou est-ce que je sais pas, le combat s'annule et puis ils repartent parce que ça marche pas, tu vois. Il y a moyen d'utiliser ce 50-50 aussi, et c'est un truc tellement rare dans un vote que c'est quand même quelque chose
Gifu, tu vois, comme on dit sur Twitch. Gifu, tout à fait. Oui, et puis il y a eu vraiment, je crois qu'au début, il y avait eu une sincère égalité dans les opinions des gens. Et puis, quand ils ont vu que c'était si proche, ils se sont mis en mode armé. Let's go. Il y a même Dorian, il était à fond, il était là. Mais demandez un. Ah ouais, c'est vrai. J'avais même pas fait gaffe. Et puis t'as, je sais pas, je suppose que c'est Victor qui a le pseudo de MV pendant le. Ouais, sans doute, ouais. Pendant la partie, il était là, vous me fatiguez, sérieux, qui disait. Donc c'était assez divertissant. Après, je sais pas à quel point c'est vraiment tombé sur 50-50 où il y a moyen de dire bon allez, on termine le sondage sur 50-50, tu sais, en encodant. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'était assez divertissant ces petites armées pour essayer de faire ces 50-50. Ça m'a fait rire parce qu'il y en a beaucoup dans le chat qui disaient après genre fuck, ça fait genre 5 minutes que je suis à fond sur le vote, du coup j'ai rien suivi de l'histoire, je suis complètement perdu. Ah oui, je l'ai noté parce que j'étais contente, même si j'étais déçue de in fine le résultat. Mais ils ont pensé au ex nihilo. Oui, je l'ai noté aussi. Mon souhait a été exaucé. Sûr. Et ça m'a rendu fou. Et oui. Ça m'a rendu fou parce qu'il rate encore un jet de ex nihilo. Ça ne marchera jamais. Et je pense aussi à Fib qui a développé tout un truc par rapport à ça. Et je trouve ça un peu triste, tu vois, que du coup, ça ne marchera jamais. Mais la team, elle est maligne en plus. Elle dit, allez, essayez, machin. Ouais. La scène est super. Ouais. Il est avec son truc des crabes que je trouve plutôt... Moi, je trouve ça plutôt inspiré. Fibre, il était là, c'est tout. J'étais là, mais ouais, mais c'est sympa comme truc. Ouais. Et puis, il rate son jet. Et donc, en plus, c'est vraiment genre, dernier débrief, on s'est dit ça. On s'est dit, ça serait cool que les autres essayent de... tu vois, de le pousser un peu. J'avais dit ça, il me semble. Profite de son 60. Ouais, exactement. Et putain, ils le font et ça marche pas. Putain, ça rend fou, quoi. À quel point MV écoute les débriefs? C'est ça la question. Parce que c'est lui, je crois. Non, MV. Bon, il s'est abonné à ta chaîne, hein, je te rappelle. Hein. Oui, mais je crois pas. Si c'est le cas, salut. D'ailleurs, je sais pas si ce sera coupé au montage, mais quand j'ai été revoir l'épisode de Valencia sur le truc dans la vallée, MV, il est à son prime dans cet épisode. Il est trop beau. J'étais là. Il est vraiment magnifique. Bref, voilà. Salut MV, t'es très beau encore aujourd'hui, attention, magnifique MV, il est super. Le downgrade. Mais non, pas du tout, au contraire, moi j'ai adoré la petite perme là, c'est fini maintenant malheureusement. Je vais faire le deuil de la petite perme. Mais c'est un très très bel homme, MV, je trouve, moi j'aime beaucoup. On a terminé mon cher Cactus, mais je te fais une petite proposition. La fois dernière, tu avais lu La Vision de Piranha. Ouais. Et, aveu, le live faisait 3h15. Ouais. On a beaucoup parlé. Et comme, à part dire j'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire sur cette vision, ben, j'ai tout coupé au montage. Or, maintenant, La Vision de Piranha, elle est très intéressante à lire maintenant. Donc, est-ce que tu veux bien la relire? Ouais, Lydia le faisait remarquer que Fibre avait... En fait, je vais t'avouer, je suis limite un poil déçue parce que je pensais qu'il foreshadowait beaucoup plus. Ouais. En fait, il s'attendait à ce que l'île, ce soit l'épisode juste après. Et donc, en fait, il foreshadowait un épisode au moment où il l'a dit. Mais je te laisse lire La Vision de Piranha d'abord. J'en profite pour remercier également les contributeurs et contributrices du Game of Roll Wiki, gameofroll.wiki, qui permettent de facilement retrouver tous ces éléments de lore, en tout cas. La vision de Piranha. Après avoir mangé le hentai sucré, Piranha a une vision. Elle aperçoit une île à l'ouest, avec un trou dans l'île, une cité perdue, un labyrinthe qui mène à un volcan gigantesque. Elle voit le plus grand des trésors. Elle voit un trésor qui ressemble à une clé, qui lui parle et qui devient son ami. La clé l'appelle et se transforme en oiseau. L'oiseau se transforme ensuite en mini-éléphant. Le mini-éléphant se transforme ensuite en géant. La clé lui dit « Je t'emmène où tu veux ». La clé demande à Piranha « Tu as déjà vu la constellation du dragon ?» C'est la constellation la plus au nord du monde. Elle est magnifique. La clé demande ensuite « Tu sais quel est mon chiffre préféré ?» Après plusieurs tentatives de Piranha, elle finit par trouver le chiffre en question, 59. Pain, pain, pain. Alors, pain en effet, mais c'est quoi toute l'histoire des oiseaux, mini-éléphants et compagnie? C'est juste un délire, j'imagine, hallucinogène, quoi.
retrouver Compassio Balbini, hein. Il le dit, ça va débloquer la quête de l'oiseau magique. Est-ce que c'est un quelconque lien ? Je ne pense pas, mais je le dis quand même, on ne sait jamais. Mais je pense quand même que l'intérêt ici, c'est en effet le début, qui est en gros le résumé de l'épisode qu'on a vécu, quoi, avec le trou dans l'île, la clé, etc. Est-ce que, en mettant la clé dans le géant qui est le colosse, selon moi, de Miragon, est-ce qu'il fait quand même 50 mètres de haut ? Est-ce qu'il va pouvoir nous faire une Bernard et les emmener où ils veulent sur la map de manière pratique ? Parce que la clé lui dit « je t'emmène où tu veux ». Est-ce que tu te souviens la constellation du dragon qu'on disait que à haute lune, tout en haut, on peut presque toucher les étoiles quand on va tout en haut à haute lune. Est-ce que sur les épaules d'un mec qui fait 50 mètres, on peut les toucher les étoiles ? J'en sais rien, mais voilà. Et puis le 59 Alpha Alix, trop bien, trop chouette. Carrément. Mais le mini-éléphant, j'ai pas de tech. T'en as une ? Non, j'ai pas de tech non plus. Mais j'aime beaucoup l'idée de... Omélas peut-être, mais je sais pas. Non, excellent. Effectivement, on a tout là-dedans. Peut-être que c'est juste des délires, comme je disais, un peu hallucinogènes, hein, c'est tout. Mais oui, j'aime beaucoup l'idée de Constellation du Dragon et tout, quand on avait vu, quand t'as tout dit. Donc je vais juste paraphraser, hein, mais... Super intéressant, en vrai. Super intéressant. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont genre mettre la clé et le colosse va démarrer direct ou il va y avoir... le seul truc que je me disais par rapport à ça, c'est que... Tu sais, ça a été dit plusieurs fois, notamment quand Milan va dans le colosse, il essaye de trouver des indices et tout, puis il trouve justement le truc pour la clé, là. Mais ça a été dit qu'en gros, le colosse a été pas mal pillé, quoi. Il y a beaucoup de rouages qui manquent. C'est vrai, oui. Donc je sais pas à quel point ça va vraiment fonctionner. C'est un peu la question que je me pose par rapport à ça. Et puis ça fait vraiment longtemps qu'il est là, lui, par contre. Donc, ah bah oui, du coup, oui. Remarcher. Mais, purée, maintenant que je pense avec ma théorie, là, peut-être qu'il y a une âme d'un homme de jadis dans la clé, et qu'en mettant la clé dans le robot... Peut-être. New PNJ débloqué. Oh, ce serait cool. Ce serait trop bien. J'avoue, ce serait cool. Pour parler à un homme de jadis, genre de l'époque, tu vois. Incroyable. Écoute, j'ai hâte qu'on parle un peu plus avec Compassio. Tous les hérissons sont stylés dans cette aventure, donc tout à fait. Voilà, j'ai hâte qu'ils rentrent à Miragon avec lui et qu'ils rentrent eux-mêmes dans le club des hérissons. Est-ce que ce sera juste Ariane ou est-ce que ce sera tout le monde ? Ouais. Les amis, c'est la fin de ce débrief de l'épisode 15. Il est un peu plus court que le précédent, j'en suis bien contente. On se retrouve pas donc pour le prochain épisode, mais pour l'épisode d'après. Pour le tournage, ce sera le 16 novembre en live sur Twitch. Et vous aurez l'épisode le 17 au soir, le lendemain, comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis, merci au chat. Je sais pas s'il y a encore des gens parmi nous. Il y a Iwez le Goat qui est encore là. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de nous avoir suivis. On n'a pas trop su ses fibres, tiens. Non, pas assez, c'est vrai. Hein. Il aurait fallu plus. Non, c'est pas vrai. Le RP Valkar, le RP Anubis, pousse. Et c'est vrai qu'il y avait Deux Rives aussi. Et c'est vrai que Deux Rives, c'est un peu plus effacé sur la deuxième partie de l'épisode. C'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé. Mais c'était très chouette de le retrouver à cette table. Oui. D'ailleurs, les joueuses étaient très heureux de le voir. Donc c'était très plaisant. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter, mon cher Cactus ? Et tu peux clôturer cet épisode si tu veux, comme ça. Non, merci d'avoir été là. Vous êtes encore 12-13 dans le chat, donc incroyable. Merci de nous suivre. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la fin, même si ça se rapproche de plus en plus de la fin de saison. Ça va être triste de vivre sans Game of Roll, mais on est content, on est là, et puis à la prochaine. Bisous, à plus. Tu peux envoyer l'écran de fin, mon cher Cactus. Bisous. Ciao. Merci d'avoir été là.